Une question de Denis. J'ai regardé avec intérêt le débat qui vous opposait à Pierre Gentillet. Ce dernier a mis en avant la supériorité constitutionnelle pour résoudre les problèmes liés à l'immigration. Me semble-t-il, vous n'avez pas remis en question cette supériorité. Quel argument, quel outil peut être utilisé pour contrer cet argument ? Alors là, vous faites allusion à un débat que j'ai eu, non pas sur géopolitique profonde, mais sur Tocsin, ce qui prouve d'ailleurs au passage que ce sont sur ces différentes chaînes de télévision que je me plais à, ou de radio. Il me plaît à citer Tocsin de Clémence Oudiakova, qui fait un formidable boulot. Je me plais à citer Géopolitique profonde avec Mike Borowski et avec Nicolas Stocker, qui fait un très très bon travail. Il y a Putsch de Nicolas Vidal. Il y a évidemment TVL avec notamment son égérie Élise Blaise. Il y a Radio Courtoisie, enfin, ou Droite Ligne. Il y a même Frontières qui m'a invité. Bon, j'en oublie sans doute, c'est toujours difficile quand on... Enfin bref, il y a quand même toute une effervescence sur Internet qui est, je trouve, très salvatrice. Et qui, d'ailleurs, moi j'aime bien l'histoire, a tendance à rappeler un petit peu les préludes, les prémices de la Révolution française avec la floraison des libelles. Voilà, les libelles qui étaient des journaux interdits sous la monarchie et qui remettaient en cause, voilà, et ça avait beaucoup de succès. Mais les débuts de toutes les révolutions sont comme ça. Rappelez-vous, en Union soviétique, c'était les samizdat, c'est-à-dire des journaux interdits. Pareil, c'était au moment lorsque ça tanguait à la fin de l'ère maoïste, il y avait la même chose avec les Dazbao en Chine, bon, qui était donc il y a lorsque une situation politique est en train de se désagréger, lorsqu'un pouvoir est en train de s'effondrer, il y a de partout sourd, du verbe sourdre comme une source qui sourde la terre, sourde les revendications à la liberté de pensée et de parole. Donc ça, je voulais en profiter pour tirer un coup de chapeau à tous ces médias qui me donnent la parole et pas seulement à moi. Je voudrais également remercier M. Gentillet, que je ne connaissais pas, dont j'ai fait la connaissance, parce que il a eu le courage, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de m'affronter et de porter la parole du Rassemblement national. Voilà. Et donc c'est la première fois, parce que la stratégie du Rassemblement national depuis 18 ans, c'est la même stratégie que France 2, que Europe 1, que France Inter, etc. C'est-à-dire faire comme si nous n'existions pas. Parce que le Rassemblement national a un problème de fond, c'est qu'il ne sait pas quoi me répondre. Voilà. Et donc, M. Gentillet, il a bravé cet interdit et il est venu débattre avec moi. Je ne suis pas sûr qu'a posteriori, il se dise qu'il a bien fait. Parce que je crois quand même que le débat n'a pas tourné à son avantage. Et d'ailleurs, de temps en temps, j'avais quand même un petit peu de la peine pour lui. J'ai pas non plus voulu trop l'accabler. Parce que le sentiment, l'intuition que j'avais, c'est que c'est un garçon intelligent et qui savait qu'il racontait des carabistouilles. Ça ne tenait pas la route. Voilà, c'était tout simplement ça. Alors, par ailleurs, dans ce débat, vous savez qu'on ne peut pas toujours tout dire. Hein. C'est quand même très... Madame Clémence Oudiakova, elle fait régner, ce qui est naturel d'ailleurs, une espèce d'égalité de temps de parole, donc on ne peut pas tout expliquer. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le débat. Le débat, c'est que M. Gentillet était obligé de défendre une thèse qui en fait est indéfendable, c'est-à-dire l'idée qu'il faut faire prévaloir l'identité avant la souveraineté. C'est la même salade c'était Zemmour qui avait lancé ça. Ça ne trompe que les gens qui veulent bien être trompés. À partir du moment où vous n'avez pas la souveraineté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est pas vous qui décidez de vos politiques, c'est ça, la souveraineté, c'est ça, c'est vous qui décidez. À partir du moment où c'est pas vous qui décidez, comment pouvez-vous prétendre défendre l'identité ? C'est insoluble comme truc. C'est absolument insoluble. Donc l'idée qu'a essayé de développer M. Gentillet, c'est que on va prendre des mesures qui vont permettre de lutter contre l'immigration, et même si elles sont contre les directives de l'Union européenne, et tout en restant dans l'Union européenne. C'est déjà un peu compliqué. Ça se heurte en fait à toute une série de problèmes. Problème numéro 1 déjà, c'est quoi l'identité ? L'identité du peuple français. Ça se mesure à quoi ? À partir de quand ? C'est pas évident. C'est pas évident. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'identité exactement ?
Moi, j'ai apporté une réponse. D'ailleurs, il n'a pas répondu à ma réponse. Je rappelle ici que l'UPR est le seul et unique parti politique, jusqu'à ce que certains nous piquent probablement l'idée, mais pour l'instant et depuis plusieurs années, c'est le seul et unique parti politique qui a proposé d'inscrire dans la Constitution française le principe que la France est une république laïque, c'est ce qui existe déjà, mais on y ajoute un morceau de phrase de tradition chrétienne. C'est-à-dire que nous savons ce que nous voulons. C'est-à-dire que l'identité de la France, c'est d'être un pays laïque, donc de faire bon accueil aux gens qui sont catholiques, protestants, musulmans sunnites, musulmans chiites, juifs, hindous, bouddhistes du petit véhicule, du grand véhicule, du véhicule tantrique, confucéens, shinto, animistes, évangélistes, etc. Y compris d'ailleurs aussi hindouistes, et y compris aussi ceux qui sont agnostiques et ceux qui n'ont pas de religion. Mais à la condition que ça reste dans la sphère privée. Et ça, c'est le principe de la laïcité. L'État, comme on dit, connaît toutes les religions, mais n'en reconnaît aucune. C'est le ministre de l'Intérieur qui est ministre des cultes, c'est-à-dire qu'il a des contacts notamment avec les représentants de toutes les religions, mais il n'en reconnaît aucune. Ça, c'est le principe de la laïcité. Chacun, dans sa vie personnelle, a le droit d'agir comme il le veut. Et les Français sont très attachés à ça. Mais ce que j'apporte de nouveau, c'est, je l'ai déjà dit, je réinsiste, parce que c'est fondamental, et je me heurte à un silence absolu. D'ailleurs, M. Gentillet n'a pas dit un mot là-dessus, parce qu'il avait cru nécessaire de m'attaquer sur l'identité, alors que je pense que je défends beaucoup mieux que lui ce qu'il appelle l'identité. C'est que je pense que les Français vivent dans un pays qui est héritier de 1500 ans d'histoire chrétienne, depuis le baptême de Clovis, que la France, c'est la fille aînée de l'Église, et que ceci se traduit dans notre quotidien à tout instant. Dans les villages de France, il y a une église. Le dimanche, on entend les cloches sonner. Le jour férié, c'est le dimanche. Et le week-end, c'est samedi-dimanche. Il n'y a pas d'interdit alimentaire. On a le droit de boire de l'alcool. On a le droit de manger du porc, du saucisson. La France est un pays où il y a en fait les fêtes religieuses chrétiennes. Donc Noël, Pâques, la Pentecôte, etc., etc. La Toussaint, tout ça, ce sont des fêtes. Et tout ça, ça structure l'identité nationale. Y compris d'ailleurs l'égalité entre l'homme et la femme, puisque c'est, même si pendant des siècles entiers, on ne peut pas dire que la femme ait toujours été l'égale de l'homme, mais si on revient aux textes fondamentaux, aux textes chrétiens, il y a l'égalité entre tous. Voilà. Lorsque, vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment su. Mais le christianisme, c'est pas le Christ qui a inventé le christianisme, si j'ose dire. C'est que celui qui a fait, j'exagère un petit peu, mais à peine, celui qui a vraiment fait du christianisme une religion universelle. Universelle en grec, ça se dit katholikos. Donc l'Église catholique, c'est une Église universelle. Celui qui a fait ça, c'est un juif qui s'appelait Saül. Voilà. Et qui, après la mort du Christ et sa résurrection, les premiers chrétiens qui sont donc qui ont été les apôtres et qui ont écouté ses enseignements, eh bien, ce sont c'est une secte juive hérétique. Et Saül est chargé d'aller exterminer ces hérétiques pour faire prévaloir, eh bien, la loi de la Torah. Et donc, par rapport, parce que le Christ est un hérétique juif, on le voit, c'est la fameuse parabole de la femme adultère. Lorsqu'il est interrogé, c'est dans l'évangile de Jean, quand il est interrogé avec une femme qui est adultère, donc qui a trompé son mari, et donc il y a des pharisiens qui lui disent « Qu'est-ce que tu penses, rabbi ?» puisque c'est un rabbin, de ça, et normalement, d'après la loi de Moïse, il faut la lapider. Et le Christ dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc c'est ça, c'est le tournant dans le christianisme, c'est-à-dire que voilà un juif qui devient hérétique parce qu'il ne veut plus appliquer la loi de Moïse et parce qu'il fait prévaloir une loi supérieure. C'est toute la beauté du christianisme, justement, qui est là-dedans. Donc, dans les premiers temps de l'Église, ce sont des juifs qui ont persécuté les premiers chrétiens. Et l'un d'entre eux s'appelle Saül, et comme vous le savez, il va persécuter des chrétiens une communauté chrétienne qui se trouve à Damas. Et là, d'un seul coup, sur le chemin de Damas, il a la conversion. Il entend une voix céleste qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu ? Il t'est difficile de te rebeller contre les signes que je t'envoie. »
Saül tombe par terre. Pendant 3 jours, il est aveugle. Et quand les écailles lui tombent des yeux, c'est toutes ces métaphores symboliques que l'on trouve dans les évangiles. Donc Saül prend le nom de Paul et il va devenir Saint Paul. Et au lieu, il se met, comme on lit dans les Saintes Écritures, il se met à brûler ce qu'il adorait et à adorer ce qu'il brûlait. Voilà, c'est-à-dire qu'il va devenir le premier propagateur de la foi du Christ. Et lors de ses pérégrinations en Anatolie puis en Grèce continentale, il fait des épîtres, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Thessaloniciens, etc. Et lors d'une de ses lettres ou de ses épîtres, à un moment, il prêche la parole du Christ et il a affaire à des gentils, ce que les Juifs appellent des goïs, c'est-à-dire des non-juifs, des incirconcis. Et parmi les non-juifs qui l'écoutent, il y en a qui disent « Mais là, ce que tu nous dis, ça s'adresse aux Juifs ou ça s'adresse à tout le monde ?» Et c'est là que celui qui va devenir Saint Paul dit « Non, face aux yeux, je dis de mémoire, aux yeux de Dieu, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni non-juif, ni maître, ni esclave. Nous sommes tous fils ou frères, je ne sais pas quoi, au regard de Dieu. » C'est là qu'apparaît le christianisme. C'est ça qui est l'histoire est extraordinaire. C'est ça, Saint Paul va faire du christianisme une religion universelle. Un peu comme le Bouddha va faire de l'hindouisme une religion universelle, mais ça c'est une autre histoire. Et ça se passe 500 ans avant. Donc, le christianisme, c'est une religion qui fait qu'il nous imprègne par tous les pores de la peau. L'égalité homme-femme, lorsque je vois des gens disent, voilà, par exemple, l'égalité homme-femme, c'est une valeur républicaine, non. La monogamie, c'est une valeur républicaine, non. Non. Il y a des républiques islamiques. Il y a la République islamique d'Iran, la République islamique de Mauritanie. Et donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire, la France a une particularité, c'est que la République est laïque, mais la France est chrétienne. Et c'est cette dualité que je pense qu'il faut mettre dans la Constitution. Donc, Monsieur Gentillet ou Monsieur de Zemmour ou Madame Knafo ou Madame Le Pen ou Monsieur Bardella qui ne viennent pas me parler d'identité, ou alors moi je veux bien avoir un débat devant tout le monde, justement pour qu'on mette chacun ce que l'on apporte au sujet. Hein, moi je ne suis pas là à dénoncer en permanence l'islam, je ne suis pas là à taper en permanence sur les immigrés, je dis que voilà ce que nous sommes et ce que nous devons défendre et porter, si j'ose dire, sur les fonds baptismaux, mettre dans la loi suprême de la République. Voilà ce que je crois. Alors, je ne sais plus du coup, c'était la question, c'était, rappelez-moi. Quel argument peut être utilisé pour contrer Oui, c'était l'argument de M. Gentillet. Alors, M. Gentillet, au lieu de dire que j'ai raison sur ce point, le RN ne propose pas ce que je propose. Zemmour ne propose pas de dire que la France est un pays de tradition chrétien. Madame Knafo ne le propose pas. Monsieur Bardella non plus. Eux, leur seul propos, c'est de taper encore sur les immigrés. Vous voyez déjà la philosophie totalement différente. Alors ensuite, monsieur Gentillet a sorti d'un chapeau un raisonnement qui est quand même absolument abracadabrant, c'est-à-dire qu'il considère qu'il faut que les sujets qui figurent dans la Constitution prévalent sur les traités. Au motif que la Constitution, les lois en France seraient assujetties aux traités, alors que la Constitution serait une loi suprême qui serait supérieure aux droits des traités. Ce qui est en partie vrai et en fait en partie faux. En partie vrai parce que traditionnellement c'est exact. Sauf que déjà, dans la Constitution, il est prévu que le président de la République est le garant du respect des traités. Ça doit être l'article 5, je crois, de la Constitution. Donc déjà, si le président de la République, son devoir numéro 1, c'est de respecter les traités, il est difficile qu'il ne les respecte pas en vertu de la Constitution dont il détient les pouvoirs. C'est un peu bizarre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais j'ai pas eu l'occasion, parce que là, ça prend du temps d'expliquer tout ça. Vous savez qu'on a toujours 3 minutes, 5 minutes, ce sont des sujets absolument essentiels dans la société française. On n'a jamais le temps de rien. Le deuxième point, c'est que M. Gentillet a fait comme s'il n'y avait pas eu des réformes de la Constitution qui avaient été faites, et notamment sous Nicolas Sarkozy, et notamment les articles 88, alinéas 1, 2 et 3, qui sont des nouveaux articles.
dans lesquels il est précisé que la France participe à l'Union européenne et à la construction européenne. On peut donc trouver dans la Constitution l'obligation pour la France de respecter justement les contraintes de l'Union européenne. Moi, je ne sais pas comment M. Gentillet fait pour concilier son principe général que la Constitution serait au-dessus des traités, alors que dans la même Constitution, il est prévu que le président de la République est le garant du respect des traités, article 5, et il est prévu que la France doit obéir à l'Union européenne, article 88, alinéa 1 ou 2 ou 3. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que c'est le point de vue de M. Gentillet et des gens style Zemmour et autres qui jouent comme ça sur en fait la méconnaissance que les gens ont du droit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce point de vue-là n'est pas celui de la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'il y a déjà eu des conflits avec la France ou avec d'autres membres de l'Union européenne, où la Cour de justice de l'Union européenne, à laquelle nous sommes assujettis par notamment l'article 88, dit le contraire. Il y a un arrêt, comme on dit, une décision, un arrêt de la CJUE, de la Cour de justice de l'Union européenne. À l'époque, ça s'appelait la CJCE, Cour de justice des communautés européennes, qui s'appelle l'arrêt Enel contre Costa, qui est un arrêt qui est resté célèbre, qui justement, dans les années 70 ou 80, consacre ce principe de la supériorité du droit européen sur les droits nationaux, y compris sur les droits constitutionnels. Il y a donc, si vous voulez, ce que dit M. Gentillet, il peut le dire, voilà, mais l'Union européenne ne l'entend pas de cette oreille, n'est pas d'accord avec ça. Donc en fait, on est face à une situation de conflit juridique et de flou juridique. Donc ce n'est pas... Il aura beau dire que, par exemple, s'il fait voter tel ou tel truc, mettre ça dans la Constitution, il aura beau dire que ça s'impose au droit européen, mais si nous sommes traînés devant la CJUE, par exemple par la Commission européenne, par exemple parce que nous refuserions le rattachement, le regroupement familial, la CJUE condamnerait la France et dirait que votre Constitution n'est pas supérieure au traité. Alors, c'est pas la seule chose. C'est que si vous y réfléchissez un tout petit peu, lorsque M. Gentillet et puis M. Zemmour, etc., nous expliquent qu'ils veulent faire prévaloir l'identité, ils parlent de référendum. Bon. Mais un référendum sur quoi ? Si j'ai bien compris M. Gentillet, il voudrait faire un référendum sur le regroupement familial. Est-ce que les Français sont d'accord ou pas pour le regroupement familial ? Déjà, évidemment, vous savez qu'il y a un proverbe allemand qui dit « Der Teufel liegt im Detail », c'est-à-dire « le diable réside dans les détails ». Parce que les idées générales, c'est très intéressant, mais pratiquement, concrètement, c'est à quoi la question ? Parce que les Français, dans un référendum, comme dans tout référendum, on vote oui ou non. Est-ce qu'on dit « est-ce que vous êtes pour ou contre le regroupement familial ?» C'est une question beaucoup trop générale. Parce que dans le regroupement familial, il y a certainement des cas sur lesquels il est difficile de lui compter compte. Parce que quand on examine, c'est toujours quand on entre dans le détail, il peut y avoir des cas pour lesquels il serait inhumain de refuser un regroupement familial. D'autres cas où il y a en effet un abus de droit avec quelqu'un, un clandestin qui arrive et puis ensuite qui veut faire venir toutes ses épouses dans la foulée. Donc il n'est pas toujours facile du point de vue du droit de préciser exactement quel cas appartient à l'un, quel cas appartient à l'autre. Et surtout avec un marteau pilon comme celui que veut utiliser, qui est le référendum pour inscrire dans la Constitution. Mais même, admettons ce point-là. Au bout du compte, on aurait fait inscrire dans la Constitution française l'interdiction du regroupement familial. C'est-à-dire que ce serait en conflit, d'une part, avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui impose le regroupement familial, d'autre part avec la Cour de justice de l'Union européenne. Et très bien. Mais ça ne règle pas le problème de l'immigration. Ça ne règle que l'un des aspects de l'immigration. Il reste, par exemple, ce que j'évoquais, et M. Gentillet n'a pas répondu du tout, c'est la politique de la Commission européenne qui vise à faire augmenter de plus de 4 millions par an le nombre de nouveaux migrants. J'ai dit à M. Gentillet qui n'a pas répondu. D'ailleurs, Mme Le Pen, M. Bardella, Mme Clafo, Mme Marion Maréchal, personne ne répond au vrai bilan de Mme Meloni en Italie.
Madame Meloni, elle se glorifie, les médias la glorifient, CNews dit c'est fantastique, elle a fait baisser de 65% le nombre de migrants en Italie. Il précise à peine, parfois il ne le précise pas du tout, qu'il s'agit du nombre de migrants illégaux. En revanche, Madame Meloni, appliquant les directives européennes, a considérablement augmenté le nombre de migrants légaux, c'est-à-dire à qui on donne des papiers, et de telle sorte qu'avec Madame Meloni, il y a plus de migrants chaque année qu'avant. Le seul, c'est incroyable. Qui vous l'explique à part moi ? Ici ou là, il y a telle ou telle personne qui ont pu le dire. Mais enfin, ça prouve que, en fait, tout ça, c'est une arnaque. Donc tout ça parce que la politique officielle de l'Union européenne consiste à augmenter le nombre de migrants. Alors, monsieur, on va me dire, oui, mais à ce moment-là, il faut voter un deuxième référendum, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de migrants illégaux et que le nombre de migrants légaux doit être réduit à la portion congrue. Je ne pense pas qu'ils diront zéro, parce que c'est très très difficile d'avoir zéro migrant, ne serait-ce que parce que pour toute une série de raisons concrètes, familiales, ou des étudiants qui viennent faire leur truc. Mais enfin, on pourrait concevoir qu'il y ait, je ne sais pas moi, un référendum qui pose comme principe constitutionnel, je ne sais pas moi, qu'il n'y a pas plus de 20 000 migrants légaux par an et zéro migrants illégaux. Bon. Et ça serait ensuite la politique de l'État. Bien. Mais il se trouve qu'on est dans Schengen. Or, comme vous le savez, les migrants qui arrivent dans un État comme l'Italie ou l'Espagne, par exemple, par l'espace Schengen, eh bien, ils entrent dans l'Union européenne. Ce sont les articles 65, 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Bon. Le Rassemblement national, comme M. Zemmour, restant dans l'Union européenne, ils font quoi ? Ils sont obligés de voir arriver tous ces migrants qui se sont installés en Espagne, au Portugal, en Italie, en Hongrie, etc., et qui viennent en France. Sauf à dénoncer les articles 67, 77 et 78. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un troisième référendum pour inscrire dans la Constitution que la France refuse d'appliquer l'article 67, 77 et 78. Et à chaque fois, bien sûr, la France sera traînée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, etc., etc. Il n'y a pas que l'immigration dans la vie. Lorsque l'Union européenne fait, par exemple, signe l'accord avec le Mercosur, la France, on fait quoi ? Si on n'est pas d'accord, il va falloir que M. Gentillet fasse un référendum pour demander aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour inscrire dans la Constitution que la France n'accepte pas le Mercosur ? Ça devient dément. Là, les farines animales, les farines comment dirais-je, d'insectes que l'Union européenne est en train d'introduire dans la consommation, pas plus de 4%, paraît-il, dans les farines de céréales, dans la consommation humaine. Mais l'Union européenne a décidé que c'était autorisé. Ça veut donc dire que même si en France on interdit ça, ça pourra intervenir. Il y aura par exemple en Pologne, on fera du pain avec 4% d'insectes et ça pourra venir en France. Avec la vertu du marché unique, on ne peut pas s'opposer à la circulation des marchandises. Même si c'est interdit à nos céréaliers en France de faire des farines avec 4% d'insectes dedans, si c'est autorisé en Pologne, on sera obligé, c'est les paradoxes inouïs de cette affaire, nous serons obligés d'accepter. Alors qu'est-ce que propose M. Gentillet ? Il propose de faire un référendum sur l'absence de farine d'insectes dans les farines pour la humaine. Ça veut dire qu'il va falloir faire un référedum tous les jours, en fait, contre le Mercosur, contre les farines animales, contre l'aluminium, contre l'envoi de, je ne sais pas, d'argent à l'Ukraine, contre sur les pêches, sur l'agriculture, sur l'industrie, sur ci, et sur... Enfin, c'est tous les jours, en fait. Donc vous voyez bien que ça n'est pas viable. C'est tout simplement pas viable. C'est-à-dire que M. Gentillet, comme M. Zemmour, ils mettent en avant un seul point, l'immigration, mais en fait, c'est pas viable. Parce que, en fait, tout ce que je dis est tout bête. Quand vous êtes dans un club ou quand vous jouez à un jeu de société, il y a des règles. Soit vous appliquez les règles, soit vous ne les appliquez pas. Mais si vous ne voulez pas les appliquer, c'est la meilleure façon que ça se termine en pugilat général. Vous avez sans doute déjà joué à des jeux de société avec des mauvais joueurs. Ça se termine en pugilat général
Voilà. Donc quand on est dans cette situation, soit on applique les règles, soit on dit, écoutez, moi ce jeu ne me plaît pas, je n'ai pas envie de jouer, donc, comme disait De Gaulle, c'est ce que De Gaulle avait dit à Perfit, il avait dit, si on est couillonné, on dit, je suis couillonné et je m'en vais. C'est aussi simple que ça. Et je terminerai par un petit codicile aussi. C'est que tous ces gens, Monsieur Gentillet, Monsieur Zemmour, Madame Knaffo, Madame Marion Maréchal, mais aussi d'ailleurs Monsieur Bardella, Madame Le Pen, mais aussi d'ailleurs de l'autre côté de l'échiquier, hein, Monsieur Mélenchon, etc., etc., nous expliquent que la France étant contributeur net, elle va imposer donc sa volonté aux autres États. Alors là, c'est vraiment très grave, à deux égards. Premièrement, en termes de principe, parce que ça nous mène tout droit à la guerre avec nos partenaires. Parce que ce qui se cache derrière, c'est un nationalisme à outrance, et c'est de vouloir imposer aux autres États nos valeurs, nos intérêts nationaux. Mais moi, je n'ai pas... Chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées, comme dit le proverbe. Si la Slovaquie veut faire ci, si les Pays-Bas veulent être complètement alignés sur les Américains, c'est leur problème. Ils doivent être libres. Donc je n'ai pas à leur imposer quoi que ce soit. Donc l'idée d'avoir une partie de bras de fer en utilisant le fait que c'est nous qui payons majoritairement est une idée qui est une idée, en fait, fondée sur la violence. Il me semble que j'ai eu l'occasion quand même de le dire l'autre jour, mais j'avais très peu de temps. C'est quand même fondé sur la violence. C'est entré en choc frontal avec les autres. C'est la première idée que je voulais dire. Mais il y a une deuxième idée aussi qui se cache derrière et que M. Mélenchon et tous les autres, là, semblent ne pas connaître. C'est pas parce que la France ferait un bras de fer au motif qu'elle est contributrice nette, qu'elle gagnerait. Pour une raison simple, c'est que nous sommes seuls parmi 27, que sur certains sujets on est très isolés, qu'il n'est pas du tout certain qu'on arriverait à attirer à nous beaucoup de sympathie, surtout si on a une action violente, mais aussi tous ces gens oublient simplement qu'il y a des mesures de rétorsion possibles. Il y a une mesure de rétorsion toute bête. C'est notre appartenance à l'euro et à la Banque centrale européenne. Actuellement, nous sommes étranglés. La situation financière de la France est tellement catastrophique qu'à tout instant, les marchés financiers peuvent exiger des taux d'intérêt phénoménaux sur la dette française. On sait d'ores et déjà, vous avez vu cette statistique qui est sortie, la France est le 3e pays le plus endetté du monde. Du monde. Ça, c'est grâce à Macron, le Mozart de la finance. Donc, si par exemple, il nous chantait de vouloir imposer notre truc, vous savez ce que les Allemands peuvent dire ? Le chancelier d'Allemagne, il peut passer un petit coup de fil au président de la République française en disant « Cher ami, il faudrait quand même un petit peu calmer le jeu, parce que sinon, nous avons notre gouverneur de la Bundesbank, qui est présent au conseil d'administration de la Banque centrale européenne, qui, en concertation avec nos amis néerlandais, luxembourgeois et finlandais, vont intervenir lors du prochain conseil d'administration. Nous ne voulons plus racheter de la dette française. D'abord, c'est contraire au traité. Mais si ça, c'est ce qu'on appelle la facilité Draghi. Si la BCE décidait du jour au lendemain de ne plus racheter sur les marchés secondaires d'occasion la dette française, les taux d'intérêt sur la France explosent. Ça nous coûte des dizaines de milliards d'euros. Ça n'est pas parce que nous entrerions en conflit avec les partenaires que nous gagnerions. Nous pourrions au contraire être battus. Ça, c'est quelque chose que les Occidentaux ont un peu de mal à voir. Lorsque, par exemple, M. Macron et tous ces gens qui sont partis fleur au fusil contre la Russie en Ukraine, moi j'étais de ceux qui disaient attention, attention, attention. Nous avons affaire à la première ou deuxième puissance militaire mondiale. Donc arrêtez de jouer les rodomons, de faire des rodomontades. Arrêtez de faire ça. Nous, on a quoi ? Bon. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que certes, la France paye beaucoup à l'Union européenne, mais elle a aussi
les autres ont aussi sur nous prise. Tout ceci pour dire quoi, en définitive ? Que, vous l'avez bien compris, la position du Rassemblement national, comme celle de Reconquête, comme celle d'ailleurs de Mélenchon, comme celle de Madame Marion Maréchal, je ne sais plus où elle est, parce qu'elle était à Reconquête, elle est quoi maintenant ? Elle est chiotiste, je ne sais plus, je ne sais pas ce qu'elle est. Enfin bon, bref, parce qu'elle a trahi Zemmour, je ne sais pas exactement. Enfin bon, bref, tout ça c'est un petit peu le même mouvement. En réalité, leur position est tout simplement incohérente et intenable. Voilà, parce que soit on est dans l'Union européenne, soit on n'y est pas. Et si on est dans l'Union européenne, tout ce qu'ils peuvent dire depuis des années n'aura pas lieu. C'est ce que j'apporte au débat depuis 18 ans, et depuis 18 ans, tous les faits m'ont toujours donné raison. Voilà. Et si d'aventure il y avait... Moi, j'avais appelé en 2022 à voter pour Mme Le Pen contre M. Macron. Si Mme Le Pen était arrivée au pouvoir, vous verriez les Français, au bout de 3 mois, dire alors qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement parce que nous sommes pieds et poings liés dans cette Union européenne. Donc face à une situation de cette nature, il faut se comporter en adulte. Et la seule façon d'être adulte, c'est de dire moi, je sors de l'Union européenne calmement. Sûrement, il y aura un passage difficile, y compris financièrement. Mais comme je l'ai toujours dit, les marchés financiers préfèrent une situation assainie et claire plutôt qu'une situation comme celle qui est actuellement sur l'euro, qui menace à tout instant d'exploser. Allez regarder les dernières chroniques, par exemple, de Marc Toiti. Voilà. Et le dernier point, c'est que pourquoi est-ce qu'en fait, M. Gentillet, Mme Le Pen, M. Bardella, Mme Marion Maréchal, etc., même M. Mélenchon, pourquoi en fait ils disent pas qu'il faut sortir de l'Union européenne ? Il faut que vous réfléchissiez à ça. S'ils ne le disent pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que ce sont des gens qui font carrière. Ce sont des gens pour M. Bardella, le bardélisme est plus important que le patriotisme. Pour Mme Maréchal, le maréchalisme est plus important que de défendre la France. Pour M. Gentillet, le gentillettisme est beaucoup plus important que de défendre les intérêts du pays. Et je suis, à leurs yeux, d'ailleurs, le repoussoir, puisque tout le monde se dit, quand même, Asselineau, c'est un mec super intelligent, il connaît ses dossiers, vous avez vu, il est complètement blacklisté, donc il ne faut pas faire comme lui. Mais si on ne fait pas comme Asselineau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va à 4 pattes, et que l'on se soumet à l'oligarchie et aux médias financés par USAID. Vous comprenez ? Donc le problème, c'est que tout ça, au bout du compte, c'est que c'est pas vrai. M. Gentillet sait très bien qu'il racontait des carabistouilles. Je le plains. Je plains ces gens qui sont allés au RN. D'ailleurs, il y en a beaucoup. En fait, ils s'aperçoivent au bout du compte que c'est un enterrement de première classe. Et puis voilà. Et puis ils ne font pas parce qu'il n'y a pas ce souffle épique, il n'y a pas ce vent de libération, il n'y a pas cet élan fondamental que nous voulons redonner au peuple français, qui est de se libérer et de reprendre en main notre destinée. Tout ça, ça ne s'accompagne pas de petits accommodements, vous savez, de maquignons comme sur une foire aux bestiaux, là, dans le Cantal, où on pèse, etc. Non, ça va pas. C'est pas ça la politique. Vous imaginez que ces gens osent en plus se prétendre du gaullisme ? Non. Non, non. De Gaulle, je le rappelle, il est resté dans l'histoire pas seulement comme l'homme du 10 juin, pas seulement comme le fondateur de la France libre, pas seulement comme le fondateur du Conseil national de la Résistance, pas seulement comme le fondateur de la Ve République. De Gaulle, c'est d'abord et avant tout l'homme qui a dit non. Eh bien, pour dire non à l'Union européenne, non à l'euro, non à l'OTAN, non au processus d'esclavage qu'ont entamé les États-Unis d'Amérique depuis maintenant des décennies entières, eh bien, il faut avoir le courage de dire non. Ça n'est pas forcément prêté à tout le monde.